Bonjour tout le monde, bienvenue au Rendez-vous des managers, avec vous Mokhtar Adidan, et aujourd'hui notre invité c'est Ronel Alagbi. Bonjour Ronel. Bonjour Mokhtar. Ça va bien? Très bien, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc Ronel, aujourd'hui on va parler de la gestion de crise. C'est bien ça? Absolument. Absolument. Donc est-ce que tu peux commencer par nous donner une petite introduction, un petit retour sur ton background? Parfait. Alors moi-même, je suis originaire du Bénin. Okay. J'ai fait une première immigration en France en 98 et puis une dizaine d'années ensuite, une deuxième immigration en 2013 au Canada. J'ai eu la chance de voyager autant géographiquement que professionnellement. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé dans le fond en maintenance, en tant que technicien maintenance, où j'avais des enjeux de conception, de fabrication et puis d'entretien de machines. Par après, j'ai évolué dans un rôle de supervision avec de la gestion de personnel, mm-hmm. Des enjeux d'atteinte d'objectifs par rapport en fait à la production, dans un environnement syndiqué, mais aussi une compagnie dans le domaine de l'aéronautique. Par après, j'ai pu gravir un peu les échelons et puis j'ai été ensuite directeur de production, où ces mêmes problématiques sont un peu plus globales plutôt que locales. Ouais. Et ce qui m'amène aujourd'hui, dans le fond, à relever des défis qui vont être liés à la qualité, à la supply chain, à la maintenance. Donc, en fait, tu avais commencé, donc si je résume bien, tu avais commencé dans la maintenance, après tu es parti en supervision. La supervision, c'est toujours dans la maintenance ou c'est en production? Là, c'est en production. En production, d'accord. C'est ça. Donc, l'idée, c'était de travailler un peu sur des enjeux d'optimisation. Ouais. J'ai pas mentionné entre les deux, j'ai fait un passage en amélioration continue. Okay. Où, dans les années 2000-2005, c'était vraiment en France notamment, c'était vraiment le déploiement de tout ce qui est Lean Manufacturing, ouais. Donc des enjeux d'optimisation de processus. Et ces deux expertises, en fait, en tant maintenance qu'en amélioration continue, m'ont permis justement d'aller vers des rôles de supervision et puis ensuite de direction. Donc, au fait, si on résume bien aussi, donc en gestion, combien d'années d'expérience tu as sur ton... En gestion, on parle à peu près d'une dizaine d'années. Wow. Et dans le domaine de l'industrie, dans la manufacture en général, on parle de 20 ans d'expérience. Autant Parfait. Ici au Canada qu'à l'international. Et c'est quoi qui t'a poussé, au fait, à choisir de faire un MBA pour cadre à l'UQAM? Ben, justement, je suis plutôt de nature... à continuer à apprendre, à continuer ouais. à développer mon expertise. Et l'expérience que j'ai vécue très récemment en gestion des opérations m'a amené à aller chercher des outils qui vont m'offrir le côté plus affaires. Ouais. Parce qu'en tant qu'ingénieur, on est très dans la technique, ouais. Même si j'ai abordé beaucoup l'aspect aussi managérial. J'avais envie de m'outiller davantage côté affaires et j'ai pensé que le MBA était un bel outil, justement. C'est vraiment intéressant parce que c'est exactement la même raison pour laquelle moi j'ai choisi de faire. Tu sais, je suis ingénieur de formation, j'ai un petit peu un parcours très très similaire au tien. Moi toi tu as commencé en maintenance, moi j'ai commencé en R&D. Ok, c'est bon. Et après, tranquillement, pas vite, je suis parti dans les opérations. Et c'est ça, en tant qu'ingénieur, on est vraiment axé sur le technique, mais on regarde pas vraiment les autres aspects de la business. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à faire le MBA. Tout à fait. Maintenant, tu sais, quand on parle d'opération, on parle de crise. Tout à fait. Les opérations, c'est pas quelque chose du tout de stable. Il y a des choses qui arrivent à tous les jours, là, ouais. que tu prévois pas et auxquelles tu dois prendre des décisions, des initiatives, tu dois t'aligner rapidement. Donc, est-ce que
Tu pourrais me faire un petit résumé de la signification de la gestion de crise par rapport à toi, par rapport à ton poste? Parfait. Alors, tu l'as si bien dit, quelque chose d'inhabituel. Donc, les opérations n'étant pas un long fleuve tranquille, il arrive parfois que, justement, on frappe un mur. Et ça peut être très déstabilisant parce que c'est des situations imprévues. Et dès lors qu'on n'a pas anticipé une réponse à cette situation-là, on est en situation de crise. Donc, si je puis définir d'abord la crise, c'est ça. C'est un événement qui est imprévu, inhabituel, auquel il n'y a pas eu de procédure ou de scénario de préétabli. Et ça nous amène dans un mode où il faut construire l'avion en plein vol. Et quand on est en situation de gestion de crise, c'est d'être en mesure d'élaborer justement une façon, une marche à suivre pour que notre équipe, ensemble, de manière collaborative, qu'on puisse traverser la tempête. Tout en faisant attention en fait aux gens, à la façon dont ils vont l'accueillir, l'aspect émotionnel, aussi l'organisation, préserver en fait les opérations, préserver la santé, l'image, la santé financière, toutes ces choses-là. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de crises dont tu as fait face dans les opérations, par exemple? Excellent. J'ai eu les crises que j'ai eu à vivre sont de l'ordre, par exemple, récemment, un départ de feu sur l'équipe de nuit. Et la situation est telle que tout le monde est parti un peu en panique et des choses qui peuvent sembler évidentes, partir par exemple la sonnette d'alarme pour que tout le monde soit avisé puis sortir, il n'y a personne qui l'a parti. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu le don de perturber un peu la bonne marche des étapes qu'il fallait suivre quand il y a eu un départ de feu. Donc ça, c'est un exemple. Il y a eu un enjeu, par exemple, aussi un dégât d'eau. L'eau, l'environnement, c'est complètement rempli d'eau sur le plancher de travail et les produits ont commencé à s'imbiber d'eau. Et c'est des volumes quand même assez importants. Sauf que, encore là, la façon de faire, la marche à suivre, n'ayant pas été élaborée, chacun a fait un peu qu'est-ce qu'il pouvait faire pour atténuer la situation. Ça, le résultat de ça, c'est des retards de livraison, des enjeux qualité et forcément un impact financier assez considérable. OK. Donc, si je comprends bien, en fait, un risque, une crise, c'est un risque qui n'a pas été maîtrisé dans le passé et qui génère de l'improvisation. Oh, c'est bien défini, tout à fait. Et cette improvisation, elle peut avoir des conséquences positives ou négatives, en fait. Tout à fait. Et si on est chanceux, cette conséquence va être positive. Ouais. Mais en général, elle n'est pas positive parce que justement, dans une improvisation, on fait qu'est-ce qu'on peut. Donc, ça coûte plus cher, on prend des décisions un peu à la va-vite et on perd le self-control. Excusez-moi de l'anglicisme. Voilà. Donc, c'est une situation un peu, si je me remets un peu dans un mode de maintenancier, on est plutôt à guérir qu'à prévenir. Exact. Et en général, quand on cherche à guérir, ça coûte bien plus cher que quand on est en mode prévention et on a tous les outils préparés. Et pour une compagnie, comment elle pourrait faire justement pour prévenir ces crises-là? C'est bien intéressant parce que ça part déjà d'identifier en fait les situations qui peuvent arriver. Certaines organisations, par exemple, vont être en mesure de mettre en place des
des équipes de gestion de crise qui seront les porte-drapeaux pour évaluer les risques auxquels l'organisation peut être exposée. En maintenance ou en opération, on utilise un outil qu'on appelle par exemple l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance et leur effet criticité. Et ça nous permet justement d'identifier c'est quoi nos risques de défaillance et aussi c'est quoi le degré de sévérité, la probabilité que ça survienne, ainsi de suite, pour pouvoir prioriser c'est quoi les risques qu'on veut adresser en premier. Alors, et ça, cette équipe-là, une fois qu'elle fait cet exercice-là, elle peut élaborer un programme de formation, de sensibilisation des équipes pour que, justement, si la situation arrive, qu'ils soient un peu préparés. On le fait très régulièrement, par exemple, des exercices quand l'alarme incendie a été déclenchée. C'est les plans et mesures d'urgence. Ça, c'est des mesures, par exemple, qui sont en organisation que nous utilisons pour aider à adresser les crises. Voilà pour deux exemples qui peuvent aider justement à élaborer un processus de gestion de crise. En fait, ça, c'est comme comme tu viens d'un milieu, tu as déjà fait de l'amélioration continue, là. Et comme on l'a très, très bien vu dans le cours de gestion des opérations, je pense que c'est le FMEA, le fameux FMEA. Tout à fait. Qui te donne, en fait, un indice de risque pour chacune de ces crises-là. Et après, tu fais comme un poké-hockey, justement, pour essayer de minimiser tout à fait. ce risque-là. En fait. C'est des outils complètement transférables en gestion de risque. Exact. Mais donc, ça serait... En fait, mettons que on a fait cet exercice-là, à quel point on arrive à couvrir tous les risques en faisant cet exercice? Parce que j'imagine que si on parle encore de crise, c'est que même en faisant l'exercice, en essayant de couvrir tous les risques qu'il y a dans notre entourage, il y a tout le temps un qu'on a oublié et qui survient et qui laisse place à l'improvisation. Tout à fait. C'est la nature des choses, c'est dynamique. Donc, ce que je trouve intéressant de faire ces exercices-là, veut pas, quand une situation survient, il y a des modus operandi qui sont transférables. Donc, l'équipe qui est déjà préparée à adresser une quelconque crise, quand il y en a une qui survient, elle est mieux préparée. Je prends par exemple l'exemple de la crise de la COVID. Quand c'est arrivé au sein de l'organisation, bien sûr, on ne savait pas quoi faire. On nous a dit, il faut fermer. Et puis, l'équipe de direction s'est tout de suite réunie et on s'est parlé sur qu'est-ce qu'il fallait faire pour protéger nos gens. Donc, le fait de se mettre en action, en étant en opération, se mettre en action est très naturel chez nous. Donc, très rapidement, on s'est mis en action. On a élaboré, identifié. La pire chose, c'est de ne rien faire. De rester tétanisé et puis pas bouger. Autrement, mais si on est dans une mode de recherche de solutions, les actions qu'on va prendre, en autant qu'on reste toujours à communiquer, à dire qu'est-ce qu'on fait et à faire qu'est-ce qu'on dit. Que nous soyons en mesure d'embarquer tout le monde, qu'on ne laisse pas du monde ou des rumeurs ou circuler. Faut être en mode proaction pour que très rapidement, quand on a une situation comme ça qui survient, qu'on puisse dire, OK, voici qu'est-ce qu'on vit, voici qu'est-ce qu'on veut faire, et voilà les résultats que ça a apporté. Donc, être dans ce mode-là, quel que soit le type de crise qu'on rencontre. Je pense que c'est, de façon globale, un modus operandi. Après, qu'on ait une mesure bien spécifique pour chaque type de crise, ce serait envisageable, mais encore là, faut s'attendre à ce qu'en plus, on a des crises qui éclatent de partout. Là, en ce moment, on parle
de crise du logement, on parle de crise, probablement une crise économique, on parle de toutes sortes de crises. Ouais. Mais c'est les façons de faire sont en général les mêmes. Mais c'est, en fait, tu résumes bien la chose parce que je pense que la vie, elle est dynamique, là. Et essayer de couvrir tout, honnêtement, je trouve ça utopique. Merci pour le terme, c'est exactement le. C'est vraiment utopique. Il va y avoir tout le temps des choses auxquelles on ne s'attend pas. Nous, ce que je pense qu'il faudrait, ce qui serait bien de faire en tant que gestionnaire, c'est essayer de couvrir du mieux qu'on peut ce qu'on sait déjà. Mais il y aura tout le temps des choses qui vont éclater auxquelles on ne s'attend pas. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est que lorsque quelque chose éclate, il faudrait tout le temps garder un canal de communication clair. Tout à fait. Parce que les rumeurs, là, ça peut aller loin, en fait. Et ça peut justement complexifier la crise. Oui. En fait, comme si déjà, tu as un feu, là. Ouais. Tu as déjà un feu et tu mets de l'essence par-dessus. Exactement. Les rumeurs, c'est une des choses, par exemple, en ce moment, ça crée de la désinformation, les réseaux sociaux. On a un rôle de protéger l'organisation. Ouais. Donc, aussitôt qu'une crise comme ça éclate, en fonction de l'ampleur de cette crise, c'est d'être tout de suite alerte pour justement aller encadrer ces réseaux de communication-là, qui sont des colporteurs de rumeurs. Ouais. Et aussitôt qu'on est au devant de la scène, on va plutôt atténuer l'impact négatif que ces rumeurs-là peuvent avoir en inondant en contrôlant l'information qu'on veut y insérer. Donc, oui, tu touches un bon point, c'est-à-dire les canaux de communication, avoir un seul et unique canal, un porte-parole qui soit compétent, formé, qui soit impliqué, engagé pour justement adresser ces situations-là. Et être en contrôle de ces canaux-là, parce que si on n'est pas en contrôle, on laisse place à d'autres personnes qui vont contaminer ces canaux. Tout à fait, en plein ça. Mais en parlant de, justement, mettons que la crise, elle est partie, est-ce que c'est une crise, on peut l'envisager comme un projet où on a la partie leçon apprise ou lesson learned, là? Le post-mortem. Exactement. Est-ce qu'on fait ça généralement dans les... Définitivement, oui. C'est là vraiment qu'on va apprendre de qu'est-ce qu'on a fait, de bon, de pas bon, et c'est quoi qu'on veut améliorer. Je donne l'exemple, par exemple, du départ de feu. Là, en faisant le post-mortem, on s'est rendu compte que les déclencheurs, il y en a qui ne fonctionnaient pas. Donc, c'est l'exercice après un post-mortem, ça a été déjà de s'assurer que tous les déclencheurs fonctionnent, que les employés soient formés à les utiliser et qu'il y ait une équipe qui s'assure justement que ces outils-là soient appliqués. Donc, le post-mortem, c'est crucial dans un souci d'amélioration continue. Ouais. Mais en parlant du post-mortem, ça serait, c'est qui les parties prenantes qu'on devrait impliquer dedans? Est-ce que c'est quoi les étapes qu'on devrait passer à travers dans un post-mortem, justement, qui traite la gestion après une crise? C'est déjà les employés, c'est indispensable. L'équipe exécutive, l'équipe ou encadrement, les parties prenantes de l'organisation finalement. Et si ça a lieu d'être externalisé, à ce moment-là, identifier c'est qui les parties prenantes à l'extérieur qui sont concernées. Mais de façon générale, on commence en interne à impliquer les employés, l'équipe de direction et éventuellement les actionnaires de la compagnie. D'accord.
Tu sais, j'ai entendu parler d'un outil dernièrement qui est utilisé plus dans la gestion de projet agile. C'est un outil de rétrospective. Mhm. Et c'est pas forcément utilisé dans la gestion de crise, mais c'est un outil qui est utilisé plus pour amener le bon fonctionnement de l'équipe. Mhm. Et c'est utilisé plus pour faire des rétrospectives. Mhm. Mhm. Et je pense que cet outil-là pourrait justement être utilisé dans ce type de situation parce que ça te permet de savoir, en fait, d'une manière anonyme, parce que c'est ça, généralement, après une crise, je pense que les gens, ils ne veulent pas chacun pointer l'autre du doigt parce que chacun a failli dans une section bien déterminée. Mais tout en étant anonyme, tu peux ressortir les choses qui n'ont pas fonctionné durant la crise. Et justement, travailler sur ces points-là, mais d'une manière anonyme, sans que personne ne soit pointé du doigt. Et donc, je pense que c'est ça. Peut-être que dans le post-mortem, c'est bien d'amener toutes les parties prenantes autour d'une table pour discuter qu'est-ce qui a mal été et qu'est-ce qui a bien été. Mais ça serait aussi... Je pense que la chose qui devrait aussi y avoir, c'est qu'il faudrait que les points qui ont mal été soient mentionnés anonymement pour que personne ne se sente vraiment visé ou attaqué. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est définitivement quelque chose de plus qu'il pourrait y avoir, d'avoir la possibilité autant de s'exprimer librement, ouvertement, et puis assumer qu'est-ce qu'on dit, ouais. Autant publiquement que anonymement. Ouais. Les deux vont enrichir justement la discussion pour que les mesures soient prises pour si jamais la situation se reproduit. Définitivement, je partage ton point là-dessus. Mais sinon, dans l'organisation du travail, est-ce qu'il y a des gens qui sont justement attitrés par rapport pour la gestion de crise ou c'est juste les personnes qui sont les responsables des départements qui constituent le comité, par exemple, de gestion de crise? Oui, il y a des gens de plancher, je dirais, parce qu'on est en environnement d'usine qui sont impliqués. Parce que, par exemple, je prends le cas en ce moment, on parle beaucoup des risques au niveau numérique, les attaques numériques. L'hameçonnage. Hameçonnage, effectivement. Ouais. On a une procédure qui a été élaborée. Donc, on a identifié un risque. C'est arrivé très récemment avec une compagnie ici au Québec, Desjardins. Ouais. Il y a un comité qui a été établi. Ce comité, chaque membre de ce comité, qui inclut aussi le personnel, vraiment tout l'organigramme, depuis le top management jusqu'aux employés d'usine. Chacun connaît son rôle si jamais il y a une attaque informatique. C'est parfait. Cette procédure va permettre justement de protéger l'entreprise, protéger les gens. Et pour la communication avec les médias, si jamais ça arrive, on sait tout de suite on sait la personne qui est en charge de communiquer. Il n'y a rien qui sort. Quand il arrive une crise, la situation qui peut arriver, c'est qu'on est en mode naturellement de protection. Ouais. Et quand on se met tout de suite en mode protection, on peut tomber dans la schizophrénie d'avoir peur que le message sorte. Exact. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il faut plutôt avoir un porte-parole qui va pouvoir sortir le message, mais de façon contrôlée. Ouais. Ne pas tout de suite se fermer ou vouloir étouffer la communication parce que c'est la pire chose à faire quand éclate une crise. Ouais. Donc, si en étant dans un mode d'ouverture, de partager l'information, d'impliquer les gens, autant dans les comités
dans l'action directe pour atténuer mitiger le risque que par après. C'est justement en adoptant une posture d'ouverture que la crise est mieux encadrée. J'ai beaucoup aimé la façon dont, dans les différents pays, par exemple, si on prend encore une fois l'exemple de la COVID, ça a été fait. Ouais. On avait des points régulièrement, à chaque journée, comme à la messe tous les dimanches. Ouais. On avait des rituels de communication, ce qui donnait lieu à étouffer les rumeurs. Et ces rencontres-là étaient aussi ouvertes en public parce que les médias pouvaient questionner le gouvernement sur telle ou telle situation. C'est la même approche en entreprise. C'est vrai que ça réconforte un petit peu les autres parties prenantes là, qui sont à l'écoute. Tout à fait. Parce que, justement, comme on l'avait dit, il ne faut pas laisser place aux rumeurs. Et c'est ce qui m'amène en fait à un point très, très important, c'est que le leadership, là, c'est le rôle du gestionnaire dans ça. Face à ses employés, parce qu'ils vont être sûrement en mode alerte, là. Donc, c'est quoi, comment le gestionnaire doit se comporter dans ce genre de situation avec ses employés? Comment il doit les leader? Le rôle de leadership est clé pour adresser l'enjeu. Ça prend un leader qui sache gérer ses émotions, qui donne des directions claires. Rendu là, c'est un capitaine. Et il tient fermement la barre parce que c'est pas le moment où on est en pleine tempête que, entre guillemets, il faut hésiter, douter. Ça prend un capitaine du navire, un pilote d'avion qui va être ferme, directif et qui va avoir une communication transparente et gérer un peu l'incertitude, c'est-à-dire faire preuve de calme et de confiance et s'adapter rapidement aux circonstances de la situation. Je pense que ça a le don de rassurer le monde. Moi, par exemple, j'ai vécu une coupure d'électricité et tout de suite, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on fait. J'ai 150 employés qui relèvent de moi, pas directement, mais de façon globale. Et là, 150 personnes, à chaque minute, c'est le compteur qui s'incrémente. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Là, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend pour reprendre Si on attend combien de temps? Parce que les gens sont complètement dans le noir, là. Donc là, c'est mon rôle, dans ce cas-là, c'est de m'informer auprès des instances de Hydro combien de temps ça va prendre, de faire un feedback aux équipes régulièrement. Voilà, la panne est prévue durer 1 heure. Si dans 1 heure, on devrait pouvoir reprendre les opérations. Si ce n'est pas le cas, on vous avisera. Ou si c'est pas le cas, après 2 heures, on vous laissera la possibilité de rentrer chez vous. Ou, si ce n'est pas le cas, on va vous trouver des activités si jamais ça peut se faire de façon sécuritaire. Donc, et ça les gens sont regroupés dans une pièce pour que, justement, on ne se retrouve pas avec des employés qui se déplacent, qui s'en vont. Donc, c'est d'être transparent, avoir un seul capitaine dans le navire. Voilà, c'est une des personnalités que je m'attendrais à voir d'un leadership, un leadership fort pendant une période de crise. Tu sais, c'est intéressant que tu dises ça parce qu'au fait, un leader, il peut être, tu sais, tu vas parler d'un leadership directif ou un style de communication assez directif. Ce que je pense, et corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que le leader ou le gestionnaire, il peut ne pas avoir ce style de leadership ou ce style de communication-là dans la vie de tous les jours. Il peut être un gestionnaire
collaboratif, qui demande tout le temps l'avis Absolument. de ses employés. Mais lorsqu'il y a une crise, tu ne peux pas faire ça parce que sinon, ça va créer la panique totale et tu ne vas pas être en mesure de prendre des décisions parce que tu vas avoir des inputs de plein d'endroits. Donc, tout à fait. Donc, il faut vraiment être directif, ce que je comprends de ce que et prendre des décisions fermes et assumer les conséquences là, parce que sinon tu vas te perdre avec. Ben oui, il y a des suggestions qui viennent de partout. Et si on se met en mode leadership, servant leadership en temps de crise, c'est un peu comment dire, tout le monde veut mener la barque. Exact. Et rendu là, dans une période où tout le monde est préoccupé, inquiet, ça ne fait que rajouter du stress. Alors, c'est sûrement pas à ce moment-là que j'adopterai un style de leadership collaboratif. J'aurais plutôt tendance à être plus directif. La démocratie, ça va bien un temps. Et là, tout à coup, il faut être beaucoup plus terre à terre. Là. Super. Là, on va aller dans un autre aspect. L'aspect de la technologie, un petit peu, je sais que là, avec l'intelligence artificielle, avec les progrès technologiques, il y a plusieurs choses qui avancent à une vitesse assez spectaculaire. Donc, mettons dans le domaine, dans la manière dont on gère nos crises, qu'est-ce que cela va amener? Qu'est-ce que, à ton avis, à quoi va ressembler la gestion de crise dans 5 ans, 10 ans, avec tout ce qui se passe présentement au niveau technologique? Merci pour cette question, Mokhtar. Je pense vraiment que la technologie viendra nous en support pour mieux prévenir les risques. On disait tantôt qu'il faut, dans la mesure du possible, faire l'inventaire de tous les risques. En tant qu'humain, on a une certaine capacité. Ouais. La technologie, elle, la capacité est infinie. Ouais. Donc, j'ai envie de dire que le support de la technologie viendra nous aider à réduire le risque d'incertitude. Ouais. Donc, la technologie va être capable justement de nous faire l'inventaire exhaustif avec sa vitesse de calcul, de nous faire l'inventaire exhaustif des risques auxquels notre organisation ou notre business est exposé. Donc, je le vois d'un très bon œil quand on parlait d'intelligence artificielle qui va être capable de collecter les données, de faire des liens dans ces données-là et même d'élaborer des plans d'action. Et notre rôle sera ensuite de faire de la simulation pour être en mesure d'être prêt avant même que cette crise-là éclate. Fait que si c'est utilisé de manière vertueuse, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Tu sais, moi, ce que je pense, ce que j'ai tendance à penser, c'est que l'intelligence artificielle, ça va être l'employé qui va avoir le plus ancien, en fait, qui va collecter tout l'historique de la compagnie et qui va justement avoir dans sa base de données tous les incidents, tous les potentiels risques. Mm-hmm. Et donc, parce que là, présentement, ce qui se passe, c'est que, tu sais, on peut documenter du mieux qu'on peut, mais malheureusement, je ne sais pas, en tout cas dans la compagnie où je suis, à chaque fois qu'il y a une personne qui part à la retraite ou une personne qui part dans une autre compagnie après un certain moment, il y a un certain savoir-faire, une certaine expérience qui s'envole avec cette personne-là. Et donc, même si on essaye de faire de notre mieux pour documenter, on ne documente pas tout. Je pense que l'intelligence artificielle va justement, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça va capturer tous les risques potentiels dans ton usine, mais aussi et ça l'avenir nous le dira, mais si les compagnies décident d'ouvrir leur intelligence artificielle vers les autres intelligences, vers toutes les autres intelligences des autres compagnies, ça va aussi aller chercher tous les risques qu'il y a dans toute autre compagnie manufacturière qui ressemblerait tout à fait à la compagnie
où tu travailles. Et donc, justement, mettons que là, présentement, on capture 80% des risques. Avec l'intelligence artificielle, on pourrait capturer peut-être 98% des risques potentiels. Et donc, je pense que c'est ça, le message, si j'ai bien compris, c'est ça qu'on va arriver à capturer avec l'intelligence. Donc, ça va faciliter. Ah oui, définitivement. Ça va permettre de réduire, vraiment réduire les risques. Et c'est ça, on a vu la puissance quand les ordinateurs, la puissance de calcul d'un Excel, par exemple, pour faire du calcul entre un Excel et une calculatrice Texas Instruments qu'on utilisait jadis. J'ose imaginer que quand on va être rendu là, que l'intelligence artificielle va nous permettre de traiter des situations beaucoup plus globales, que ce soit en interne qu'à l'externe, et faire des liens, élaborer un plan. Et on deviendrait plus à, j'ai envie de dire, exécuter le plan du robot. Bien sûr, en y mettant de l'intelligence, en le faisant de façon intelligente aussi. Mais moi, je suis un fervent partisan de la technologie et j'ai eu beaucoup de situations qui m'ont prouvé à maintes reprises que la technologie a une forte valeur ajoutée. Donc, mettre la technologie au service de la gestion de risque, ne serait-ce qu'une... Par exemple, en maintenance, quand on utilise la technologie pour faire de la maintenance prédictive, on est en mesure d'anticiper un bris d'équipement. En mettant des capteurs sur des moteurs qui calculent la température, la vitesse de rotation, la vibration, l'analyse vibratoire, par exemple. Voilà, ça permet justement d'anticiper, OK, cette pièce, elle commence à avoir de la faiblesse, un peu fragile, donc il faut agir avant que ça nous pète à la figure. Et ça diminue, en ayant ça diminue fortement le coût de la maintenance préventive. Définitivement. La maintenance préventive, des risques santé-sécurité, parce qu'un roulement qui éclate, on peut imaginer le dégât que ça peut avoir. Voilà, donc c'est en gestion de l'approvisionnement. L'intelligence artificielle va nous permettre de regarder nos flux et d'anticiper éventuellement les goulots d'étranglement. Encore une fois, on est en gestion des opérations, donc on court après Herbie, pour ceux qui connaissent le but. Alors, être en mesure d'identifier les Herbie dans son organisation, on vient de mettre le doigt sur une mine d'or. C'est-à-dire qu'on réduit encore une fois le risque les retards, les problèmes de retard, les problèmes de qualité, bref, tout ce que... Mais est-ce que tu ne penses pas que ça va être un enjeu pour le gestionnaire? Parce que j'imagine qu'il va y avoir de nouvelles technologies à tous les ans, on va dire, si ce n'est pas à tous les mois. Il faut se garder formé. Les choses évoluent tellement vite que le statu quo n'est plus une option. Exact. Il faut continuellement se mettre à jour. J'aime ça dire garder un pied dans les universités, garder un pied dans les classes pour que, à mesure que la technologie évolue, qu'on soit up-to-date, on soit à jour. Fait que, et c'est très bon parce que le gestionnaire, il a besoin d'outils d'aide à la décision. Nos journées sont faites de prise de décision. Et j'aime ça dire, prendre la moins pire des décisions. On prend la moins pire des décisions. Il n'y a jamais de bonne décision parce que finalement, une décision que tu vas prendre, elle va être bonne pour Pierre et peut-être pas bonne pour Jacques. Exact. Mais il va prendre la moins pire pour que ça atténue un peu les deux. Donc, avoir des outils d'aide à la décision qui sont précises, pour un gestionnaire, c'est de l'or. C'est de l'or, exact. Mais je pense qu'aussi que le nouveau rôle du gestionnaire, là, ça va plus être l'aspect critique. Mm-hmm. Parce que, justement,
tu as des outils, tu as l'intelligence artificielle va agir comme assistant en fait. Oui. C'est un assistant juste qui il est beaucoup plus performant qu'un être humain. Là. Oui. Il est beaucoup plus rapide aussi, mais ça va être juste, ça va te donner toutes les infos dont tu as besoin sur un plateau et tu peux avoir justement un œil vraiment critique et justement par rapport aux informations que tu as, prendre des décisions que tu veux. Et ça, honnêtement, ça va nous amener sur un autre sujet. Mais définitivement. Je pense que le système éducatif, il devrait aussi s'adapter à cette nouvelle réalité. Parce que là, avec l'intelligence artificielle, tu as accès à n'importe quelle information dont tu as besoin. Tout à fait. C'est plus l'information qui est devenue un enjeu, c'est le raisonnement critique qui est devenu un enjeu. Tout à fait. La pensée critique, ta capacité à en tirer un enseignement. Exactement. Tout à fait. Je l'ai vécu. J'ai un tableau de bord et puis je forme une relève en production. Je dis, voilà, c'est un tableau de bord, je vois les chiffres et tout. Qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Le tout n'est pas d'avoir un tableau de bord, le tout n'est pas d'avoir l'information ou les chiffres, c'est être capable justement de voir, OK, tel indicateur influe sur tel, et finalement, ça fait une boucle et on va en tirer quelque chose de pertinent pour l'organisation. Ouais. Et je pense que mes cours justement d'intelligence d'affaires parlaient qu'il y a un rôle qui va être de plus en plus demandé, le data mining. Ouais. Toutes ces personnes qui peuvent dégager en fait un plan d'affaires à partir des données devient de plus en plus critique. Fait que, voilà, le data mining, tous ceux qui travaillent dans ces domaines-là. C'est super intéressant, j'en ai la chance de... Je pense qu'on pourrait même quasiment faire un autre épisode rien qu'en parlant de ça. Là. Tout à fait. Je crois vraiment que c'est l'avenir, ça respire, ça transpire, je dirais. En effet. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu par rapport à la gestion de crise. Regarde... Ronel, je te remercie encore une fois d'avoir accepté, d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, Maktar. Et sinon, pour rester avec nous, rester à l'affût pour de nouveaux épisodes, merci pour l'écoute et à très bientôt.